la structure d'un compte. Comment est-ce que, à partir d'un scoring, à partir de paramètres comme la marge sur les produits, le stock de mes produits, je vais pouvoir créer une structure cohérente. Et bien évidemment, je vais avoir différents clusters de produits. Je les appelle clusters. C'est comme ça qu'on les définit en interne, mais c'est l'idée d'avoir un groupe de produits aux caractéristiques à peu près homogènes. On peut avoir par exemple des top ventes, des produits d'appel. D'appel sont des produits qui vont générer de la visite, pas forcément de la conversion, mais qui vont générer de la visite. Et peut-être que cette visite, on pourra ensuite la convertir sur d'autres produits via le jeu des ventes croisées. Les produits en surstock qu'on a besoin de libérer de l'entrepôt, ce sont des cas qu'on a de plus en plus avec nos clients et commerçants. Les flops, évidemment, les produits sur lesquels on a visiblement trop investi par rapport au potentiel publicitaire. Et puis, le potentiel inexploré, les produits que, justement, comme je l'expliquais tout à l'heure, l'algorithme ne va pas aller chercher parce qu'il n'y a pas détecté un quelconque potentiel d'atteinte de l'objectif que vous avez assigné. Évidemment, derrière, ce qu'on veut faire à la fin, c'est d'avoir une segmentation qui réponde à vos priorités business. Et sur cette segmentation, on va délivrer à chaque fois le bon niveau d'investissement. Je parlais des audiences tout à l'heure. Les audiences, elles sont évidemment capitales. Là aussi, des audiences qu'on va collecter en multisource. D'une part, avec les outils d'analytics, le plus connu étant GA4, donc Google Analytics 4. Ces audiences, elles peuvent être évidemment customisées, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher, par exemple, des acheteurs, des abandonnistes, des visiteurs qui sont revenus dans une période de temps donnée. On peut aller chercher, en tout cas, des audiences aussi sur les CRM, sur le CRM, sur des audiences qu'on appelle first party. Et moyennant, par exemple, des systèmes de hachage et de sécurisation des données, on peut ensuite les importer dans nos outils. Et puis après, on a bien sûr les audiences Google Ads traditionnelles qu'on a l'habitude de traiter. Ce qu'on veut faire à la fin, évidemment, c'est là aussi segmenter intelligemment pour aller chercher la bonne typologie de produit pour la bonne typologie d'audience. C'est toujours le même principe. Et puis derrière, il y a toujours aussi cette logique de sur quelle audience je vais investir, pour quelle typologie de produit. Et donc ça, c'est hyper essentiel après de pouvoir arbitrer, piloter et prendre des décisions ensemble. Donc tous ces KPI qu'on exploite, ils sont intégrés dans notre plateforme où on croise justement ces données CRM, ces données de business que vous pouvez avoir avec les données analytics, parce que c'est quand même une vision plus globale des différents canaux, et les données publicitaires par silo. Ça permet, en regroupant ces trois ensembles, d'avoir une aide à la décision pour vous, pour nous, pour arbitrer justement sur le pilotage budgétaire et de sortir, et c'est ce que fait notre nouvelle plateforme, de cette vision ROS, mais de revenir à quelque chose des vrais fondamentaux qu'on a toujours eu, de piloter au COS. Donc c'est de dire, voilà, finalement, par rapport à mon investissement publicitaire, quelle est la réalité sur mon CA réel ? Parce que la donnée est de plus en plus modélisée, notamment sur la partie ads, même sur Analytics. Donc, en reprenant vos données CRM, on arrive à réobjectiver les résultats et orienter les investissements de façon la plus cohérente. Alors, on parlait d'audience juste avant. Je pense que vous l'avez compris sur l'année qui vient enfin, particulièrement en 2025, mais ce sera le cas aussi sur les années à venir. On va travailler de plus en plus sur des systèmes d'audience et d'identification d'audience dans, par exemple, le cadre de Customer Match sur Google, mais aussi d'autres fonctionnalités qu'on peut trouver sur d'autres leviers. L'idée étant de systématiquement bien positionner le message publicitaire à la bonne étape du funnel d'acquisition. Le funnel d'acquisition, c'est tout simplement le tunnel de décision d'achat qui a tendance à s'allonger, évidemment, et qui a tendance à se complexifier par la multiplicité des leviers, par la multiplicité de l'exposition publicitaire aussi. Et donc, l'idée, c'est que sur chacune des étapes de ce funnel, eh bien, on va travailler de façon différenciée l'évangélisation, la génération de la demande, et puis à la fin, le fait de capturer la demande. Ce qu'on cherche à chaque fois, c'est d'une part exposer une marque, faire en sorte qu'elle puisse parler de son positionnement, de son offre, de comment est-ce qu'elle répond à un besoin donné. On va aussi travailler sur la génération de la demande avec le fait justement de recibler ces audiences qui ont premièrement été exposées pour aller maturer un peu cette demande et faire en sorte qu'à chaque point de contact possible, on soit présent avec le bon message publicitaire. Et enfin, se positionner en fin de tunnel, là où les gens sont dans une recherche intentionniste, et puis là, délivrer pour le coup le bon produit avec le bon message
et être capable justement de convertir cette demande que l'on a fait maturer. On dit à peu près la même chose par ici, mais je pense que ce qui est important, c'est que on travaille de plus en plus sur cette idée d'audience affinitaire. Ça a été le cas notamment chez Google, mais c'est aussi le cas un petit peu ailleurs. Richard l'a évoqué, on a un contexte RGPD qui est celui qu'on connaît tous. On a besoin néanmoins de trouver des audiences qui sont adressables, qui sont ciblées par la suite. Et évidemment, dans ce système-là, le système d'audience affinitaire, il nous intéresse particulièrement. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois que nous allons travailler une audience de ciblage, on va pouvoir jouer ce qu'on appelle un lookalike, un petit peu ce qu'on faisait historiquement sur des canaux sociaux comme Meta, pour élargir nos horizons et faire en sorte qu'on puisse toucher des gens qui ressemblent de près ou de loin à ceux qui sont soit nos clients, soit nos visiteurs, soit nos anciens acheteurs, etc. Et puis par la suite, évidemment, on délivre la structure de compte appropriée. Une structure de compte, c'est pas quelque chose d'improvisé. C'est pas je fais une campagne, je mets tout un tas de choses à l'intérieur, des images, des vidéos, un flux produit, etc. Puis on verra bien ce que ça donne. Une structure de compte, ça se dessine en fonction de ce qui a été justement au préalable identifié en termes d'audience, de potentiel de produit, de scoring, etc. Et nous, l'idée, c'est que sur une structure de compte, dans les mois et les années à venir, on va travailler la notoriété, là où on va faire de l'audience, là où on va être capable justement d'amener de nouveaux visiteurs, d'aller chercher des clics incrémentaux. Et puis, par la suite, on va travailler évidemment la considération avec différents formats. Sur Google, par exemple, on a le format Performance Max, mais on a sur d'autres leviers des choses intéressantes aussi. Et puis, de l'action. L'action, c'est là où on va chercher la conversion. Et à chaque fois, la considération et l'action, évidemment, on va essayer le plus possible de les faire converger pour qu'on ait justement ce partage des points de contact le plus proche possible et être en mesure justement d'adresser le bon message au bon moment avec le bon produit. Pourquoi cette structure elle est vraiment essentielle? C'est parce que la façon de rechercher a évolué extrêmement rapidement ces derniers mois, voire années, et le comportement est à la fois influé par l'évolution technologique, c'est-à-dire que en effet les IA au global, dont le LLM, ont amené de plus en plus à avoir des moteurs qui s'orientent vers de la réponse plus que on va répondre à une question plutôt que répondre à des mots-clés. Et ce que Google constate, c'est que les mots-clés et les requêtes qui font plus de 5 mots évoluent beaucoup plus rapidement que les requêtes qu'on connaissait historiquement avec 2, 3, 4 mots. Et c'est lié au processus de recherche aussi des plus jeunes générations qui utilisent de plus en plus la recherche vocale. Et donc, on ne peut plus être juste dans cette stratégie bas de funnel, feed only, où on dit on va avoir les gens au moment où ils vont faire la requête parce qu'elle va être très précise en saurant ce qu'ils veulent. Maintenant, le parcours est devenu beaucoup plus en plus complexe, les questions sont de plus en plus larges, et donc il faut pouvoir être présent à tout leur niveau d'interaction avec les différents moteurs de recherche ou réseaux sociaux. Et pour ça, en effet, c'est l'IA qui va y répondre côté algorithme publicitaire, et c'est nous, de notre côté, en donnant le maximum d'assets, qui soient à la fois sur votre offre, sur votre compétitivité, mais aussi sur des assets un peu plus haut de funnel, pour aller chercher ces utilisateurs. Parce qu'il y a vraiment un poids des générations. C'est-à-dire que Maë citait sa génération tout à l'heure. Moi, je suis plus de la génération, on va dire, X. En effet, les générations plus anciennes comme moi sont plutôt des gens confiants. Des gens qui savent ce qu'ils veulent acheter. Ils ont toujours eu ces critères-là. Ils vont aller comparer des produits. Mais ils savent ce qu'ils veulent. Ce n'est pas les avis des clients qui vont forcément leur faire changer de marque ou autre. Alors que les générations les plus jeunes, c'est l'avis client qui prime. Donc forcément, c'est des gens qui vont être qui vont papillonner plus d'un produit à un autre, et ils vont aller chercher ces avis clients, ils vont aller chercher du détail sur les produits, peut-être sur est-ce que c'est un produit éco-responsable, comment il a été conçu, quelles sont ses caractéristiques, ce qui va être moins le cas d'autres générations. Donc ça veut dire aussi que ça se complexifie même dans votre offre, de la façon de la présenter, parce qu'elle doit s'adapter à ces différentes cibles. Donc c'est un vrai sujet, et c'est pour ça qu'on insiste sur cette capacité à avoir de plus en plus de données, au sein de votre écosystème, de votre offre produit et publicitaire, mais même plus globalement.